Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfingui, on est à Bahia au Brésil. Souvent, les personnes prêtent attention à ce qui est dit sur moi sur les réseaux sociaux. Puis il y a les personnes qui me connaissent dans mon intimité, les gens qui travaillent avec moi, aussi les gens qui m'aiment, il y en a beaucoup. Et les personnes sont toujours surprises de la différence entre ce qui est raconté sur moi et la réalité. Et souvent aussi, les gens ne connaissent pas mon parcours. Je suis issu d'une famille de magistrats très ancienne, donc on est confronté à la misère humaine, et aussi d'une famille d'industriels, puisqu'il y avait les deux dans ma famille. Donc on a un peu les deux aspects. La misère sociale qui a été provoquée par le capitalisme, et de l'autre côté, le traitement honteux de cette misère sociale par l'état d'esprit capitaliste et bourgeois. Ça n'enlève au massacre et aux meurtres de masse et aux misères que le communisme et le socialisme ont fait à l'humanité. Et ça n'enlève rien non plus à tous les crimes des différents nationalismes. À l'heure actuelle, on rentre dans une période d'histoire de l'humanité où l'abjection est partout. Elle est totale. L'immoralité est omniprésente et il n'y a plus aucune valeur que la valeur de l'argent et de l'exhibition de soi et de la perversité. La perversité est devenue une valeur. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait mes études de droit. Il y avait beaucoup de concurrence entre les étudiants. Beaucoup de perversité aussi. Pas beaucoup de camaraderie. Même si j'étais dans une association d'étudiants, la Corpo du droit et l'UNI, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de solidarité entre les étudiants. J'avais la chance d'avoir une famille aisée, donc j'avais mon propre appartement, ma propre voiture. Et j'étais déjà marié, parce que j'ai connu mon ex-femme, j'avais 17 ans. Donc j'ai eu des conditions de vie qui étaient assez faciles. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans la banque. Et je ne souhaitais pas du tout y faire carrière. Par contre, je souhaitais comprendre ce qui se passait dans la banque, parce qu'évidemment, j'avais reçu les enseignements de René Guénon. Et puis je savais que c'était une pyramide de Ponzi. Et que c'était très certainement le plus grand instrument d'exploitation des gens de toute l'histoire, mis en place par un banquier juif qui s'appelait Lévy, qui a convaincu le Vatican d'utiliser l'argent destiné aux pauvres, non pas pour prendre soin d'eux, mais pour faire encore plus de fric et les éliminer. Ça a commencé dans les mines de charbon, puis ça n'a cessé de se développer, jusqu'à l'heure actuelle où on pense que 7 milliards de personnes pauvres sont inutiles et devaient être éliminées parce qu'un robot c'est tellement plus rigolo. C'est lui Nono, le petit robot. Voilà. On a été bercés par ça, en tout cas la plupart d'entre nous. C'est resté un peu dans notre inconscient d'enfant. Et puis ensuite, j'ai travaillé comme cadre supérieur au CNRS et dans une caisse de sécurité sociale, et j'étais chef du personnel dans une petite clinique privée. Et après avoir vu les horreurs de la banque, j'ai vu les horreurs du lobby pharmaceutique. Sa corruption, son incapacité thérapeutique. J'ai vu les maladies chroniques. J'ai vu les maladies qu'on attrape à l'hôpital. Et j'ai vu que la médecine faisait vivre plus de personnes qu'elle n'en tuait. Que ça va du simple médecin qui a touché 25 000 € par mois pour vacciner avec un vaccin expérimental, dont on mesure maintenant officiellement, mais on savait avant, les conséquences. Et puis, le hasard de la vie a fait que j'ai été confronté toute ma vie au lobby militaro-industriel. Alors, j'ai jamais souhaité rentrer dans la police, j'ai jamais souhaité rentrer dans l'armée. Mon père me voulait magistrat, j'ai refusé de rentrer dans le système répressif parce que, je ne voulais pas travailler pour la République des criminels et des assassins. La royauté française, elle s'est construite sur un baptême, le baptême de Clovis, et la Révolution française, elle s'est construite sur la décapitation du roi. Et la Révolution française a tué plus de personnes en un mois que l'Inquisition n'en a fait en 500 ans. Et j'avais pas envie de travailler pour des assassins, des menteurs, des voleurs et des assassins au service des banquiers. Et j'avais ni envie d'être un policier, c'est-à-dire un milicien de la République. J'avais pas envie d'être un militaire, c'est-à-dire un mercenaire de la République. Ces gens-là continuent à utiliser le mot armée et police pour nous illusionner. Mais il faut ouvrir les yeux. Il n'y a pas plus de souveraineté populaire qu'il y a de beurre en fesses. En vérité, il n'y a qu'un seul souverain, c'est Dieu, et son mandataire qui est le roi.
Et lorsque c'est pas Dieu qui est le roi, eh bien, ce qui est l'oligarchie terrienne, c'est l'oligarchie marchande. Et les gens qui ont la souveraineté complète, c'est l'oligarchie marchande, l'oligarchie financière. C'est elle qui se paye qui elle veut dans la République et dans la démocratie, comme on se paye un cheval aux courses. Voilà, ceux qui savent encore ce que c'est que le tiercé. Ou un guignol, si vous préférez, ou un jeu vidéo. Donc c'est une grande et énorme tartufferie montée par le secteur bancaire à partir de ces Your-Lodge et puis de sa structure qui a été copiée sur la franc-maçonnerie, parce qu'il ne s'agit pas de maçonnerie authentique, il s'agit non plus de religion authentique. On a une fake religion construite par les jésuites, d'abord avec le protestantisme, et tout s'est protestantisé. Il n'y a plus de catholicisme authentique. L'église de Pierre a trahi, elle en est à sa 3e trahison d'ailleurs avec le Chrislam. Et puis j'ai été confronté donc à l'horreur de l'armée. Le fait est, c'est que j'appartenais aux équipes Notre-Dame, et puis j'ai rencontré des militaires, et puis j'ai appris des choses tellement épouvantables sur l'armée française que vous partez en courant. Notamment l'utilisation de matériel de psychotronique, du matériel de décérébrage, du matériel qui provoque du cancer, du matériel qui est entièrement utilisé pour les réseaux de corruption à l'intérieur de l'armée. C'est ce qu'a dénoncé le professeur de Surmont dans un article de la Revue internationale de criminologie qui s'appelle « Vers une problématique du harcèlement criminel en réseau » et qui a fait aussi l'objet de sa thèse où il montre que le matériel d'hypnosynthétique, le matériel psychotronique, n'est pas utilisé pour faire respecter la loi, mais il est utilisé pour la violer, pour remplir le système carcéral qui est très lucratif aux États-Unis, qui permet de faire du terrorisme social, en particulier au Luxembourg, parce que je connais l'exemple de Luxembourg par cœur. Et je me suis toujours demandé comment on peut arriver à recruter des gens qui sont d'une telle abjection morale, d'une telle indignité personnelle, qui sont à ce point ignobles, vicieux, pervers, sadiques, psychopathes, illettrés, dégénérés, sadiques, pour les faire travailler dans ces services de pourriture, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Les services de psychotronique sont des services de pourriture humaine. Ces services sont entièrement dédiés à la pédophilie et à sa protection. Ces services de psychotronique sont entièrement dédiés à la sécurisation du trafic de drogue qui est organisé au sein même de l'État par des gens comme Nicolas Sarkozy ou François Bosch à Luxembourg. Et la psychotronique est utilisée pour mener des assassinats et cibler des militants des droits de l'homme et des gens qui potentiellement pourraient s'opposer au système. C'est généralement à ça qu'est utilisé ce matériel, et c'est d'ailleurs ce que soulignait le professeur Nicolas de Surmont. C'est un Belge, il a obtenu l'asile politique au Québec, qui est un gros utilisateur parce qu'il utilise tout. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la Havane. Ce matériel est utilisé partout. Sauf qu'en Occident, il n'est pas utilisé au nom du marxisme, il n'est pas utilisé au nom du capitalisme. Il est utilisé par des militaires et des policiers qui sont complètement en roue libre et qui sont des pédophiles, des proxénètes, des bandits, des menteurs, des voleurs, des trafiquants de drogue, des assassins. Et pour s'assurer d'avoir un personnel assez psychopathe pour travailler dans ces services et couvrir ces mensonges, ces vols et ces assassinats, eh bien, ils vont les recruter dans les poubelles de la société, en particulier dans les lycées techniques. Parce que les lycées techniques et les gens qui ont échoué dans les facs de lettres sont principalement les gens qui vont être utilisés pour devenir les ordures de ces systèmes. Et il n'y a pas d'autre mot, ces gens-là sont de véritables pourritures humaines qui n'ont de respect pour absolument rien. Il y a des pays où on utilise la psychotronique à des fins d'enquête de police. C'est le cas ici de la police fédérale au Brésil, elle l'utilise, je m'en suis aperçu. De façon assez digne, d'ailleurs, avec des conventions mentales qui à mon avis n'appellent pas énormément de critiques, et c'est plutôt le haut du panier qui l'utilise. Mais à Luxembourg, c'est utilisé dans chaque commissariat, et c'est utilisé dans la section psychotronique de Luxembourg, qui a été détruite il n'y a pas très longtemps, mais qui continue à être utilisée à l'armée, parce que dans l'armée luxembourgeoise, il y a une pourriture, et cette pourriture complète et intégrale, c'est un pédophile, c'est un drogué, c'est un corrompu, c'est un vendeur de secrets, c'est un imposteur, et c'est le ministre actuel de la Défense de Luxembourg qui est certainement la pire ordure qu'ait portée ce pays. Je peux d'autant plus l'appeler ordure parce que c'est lui qui a donné le feu vert pour mon assassinat, puisque la section psychotronique l'avait convaincu que j'étais un danger pour la sûreté nationale luxembourgeoise. Alors d'abord, la sûreté nationale, elle peut se mettre mon doigt quelque part, comme les nations en général.
et qu'on aimerait qu'ils portent plus d'attention à la famille grand-ducale et au respect de la morale chrétienne, plutôt qu'ils utilisent ce matériel pour sécuriser leur réseau de crimes rituels, de pédophilie, de trafic de drogue et d'assassinat politique en particulier, de militants des droits de l'homme et des gens comme moi qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe dans le lobby militaro-industriel et qui entendent ne pas se laisser illusionner par ces gens-là. Voilà. Évidemment, le lobby militaro-industriel, c'est aussi pourri que Big Pharma. Et c'est aussi pourri que la banque, et c'est certainement encore pire, puisque les banques ne sont que des donneurs d'ordre et des voleurs, Big Pharma ne sont que des empoisonneurs, et le lobby militaro-industriel, lui, passe à l'acte, et il le fait avec les individus les plus abjects de nos sociétés, venant des familles les plus indignes, les plus irresponsables et les plus atteintes d'un point de vue génétique et moral. C'est ce que je vous invite à découvrir sur mes chaînes. C'est l'envers du décor, l'envers de ce qu'on vous laisse croire, et surtout de découvrir qu'il y a des solutions pour passer à autre chose, parce que le temps de ce système est compté. Alors évidemment, tout comme j'avais acquis une vision théorique du système, notamment de cette grande crise financière du XIVe siècle et comment elle a conduit à la mort de la civilisation médiévale et conduit à la situation actuelle. J'ai eu au cours de mon existence la chance ou la malchance de mettre le nez dans le système bancaire, de voir comment ça fonctionnait, à peu près à tous les niveaux de la banque, y compris le trading. J'ai pu voir à tous les niveaux de la recherche scientifique et au niveau des laboratoires, des grands laboratoires et au niveau des caisses de sécurité sociale et des cliniques comment ça fonctionnait. Et là, j'étais cadre sup. Dans la banque, j'étais un employé plutôt normal. Et puis, par mon expérience de confrontation avec le système, j'ai pas été attaqué par le système lui-même, parce que le système m'a jamais attaqué de face. Ceux qui m'ont attaqué, c'est les policiers et les militaires qui étaient corrompus. C'est-à-dire, j'ai été attaqué par les pédophiles, les réris du QAnon. J'ai été attaqué par les gens qui, dans ce système-là, couvraient les crimes de Big Pharma, couvraient l'empoisonnement et l'extermination des peuples, et couvraient toutes ces grandes opérations d'anéantissement de l'humanité, d'eugénisme et de terrorisme, que ce soit le terrorisme militaire, que ce soit le terrorisme social fait par les services de renseignement civil. On a là véritablement une organisation criminelle qui s'appelle la République, et cette organisation criminelle, elle utilise des gens qui, en règle générale, sont des gens de mauvaise qualité. C'est à eux, en bas de gamme, à qui on va demander de m'assassiner, de me torturer ou de monter des opérations de police contre moi. On va chercher les individus les plus tarés, les plus indignes, les plus stupides surtout, les plus vicieux pour finir le travail. Mais au-dessus, il y a toute une hiérarchie, toute une pyramide de lâches. Et dans cette pyramide de lâches, il y a des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font, et qui trouvent plus avantageux de participer à le faire aux autres plutôt que ça leur arrive à eux-mêmes. Et c'est surtout assez lâche, parce que les gens qui sont tout à fait stupides en bas, ce sont des animaux, ils auront le sort des animaux, c'est-à-dire ils sont les premiers à se faire tirer dessus par la population, les premiers à se faire exterminer sans avoir rien compris de qui ils servaient de leur vie. C'est des gens qui sont dans l'incapacité mentale absolue de comprendre pour qui ils travaillent, ce qu'ils sont en train de faire et quelles en sont les conséquences. C'est des débiles. Ce sont des animaux à visage humain qui sont dans les mains de mauvais maîtres. Ça les excuse pas, mais bon, ça met un bémol. Je pense que les gens qui, eux, ont parfaitement compris ce dont il s'agit et qui, par lâcheté, l'acceptent, eux, sont coupables. Et ils sont beaucoup plus coupables que l'oligarchie marchande qui, elle, sait parfaitement ce qu'elle fait, sait parfaitement qui elle sert et sait parfaitement où elle va. Et c'est surtout assez tiède et assez lâche des positions intermédiaires que j'entends m'adresser. C'est qu'il n'est pas trop tard avant le retour du roi pour que vous vous ressaisissiez. Et il y a des militaires français, il y a des policiers français qui ont déjà pris contact avec le roi Louis et qui ont décidé de ne plus servir le programme eugéniste, génocidaire de la République et ce système d'escroquerie nationaliste et ce système de destruction et d'avilissement de l'être humain. Quant aux autres, ils auront affaire à nous. Parce que ce qu'ils n'ont pas mesuré, c'est que leurs hommes de main, les petits sadiques, les petits vicieux des systèmes de psychotronique,
Pour l'instant, ils vous servent parce qu'ils y trouvent un avantage. Mais lorsque le pouvoir changera de main, ils nous serviront exactement de la même façon. Et c'est ces vicieux et ces pervers des services de psychotronique qu'on utilisera. C'est dans ce contexte que j'ai décidé il y a très longtemps que je ne participerai pas à la reconquête politique en France. C'est-à-dire si le roi me demande de venir, pour autant que j'ai un quelconque intérêt pour lui, je viendrai, mais ce n'était pas mon choix. Mon choix était plutôt d'expliquer aux gens ce qui était en train de se passer, de leur conseiller de ne pas collaborer avec ce système et de leur donner les moyens de se mettre à l'abri. Alors dans ce système-là, je ne suis pas attaqué par l'élite, je suis moyennement attaqué par les lâches intermédiaires, mais je suis très attaqué par les vicieux de base, parce que les vicieux de base, eux, veulent faire carrière. Et lorsqu'on a un ministre de la Défense, au Luxembourg, particulièrement vicieux, particulièrement psychopathe, particulièrement malsain, il n'est pas étonnant que toute l'armée luxembourgeoise soit d'abord dans un sentiment de haine absolue contre l'armée américaine, ce qui ne se justifie pas. Les États-Unis, par 2 fois, ont libéré Luxembourg. Et moi, j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'amitié pour l'armée américaine parce que je me souviens que si l'armée américaine n'avait pas été à nos côtés, eh bien, où on parlerait allemand, on parlerait russe et que depuis très longtemps, on serait des nationaux socialistes ou des socialo-communistes. Et donc, je suis très gré au peuple américain eh bien, de nous avoir sauvés de cette folie qu'elle était le nationalisme allemand. Et je suis très gré à l'armée américaine de ce qu'elle va faire dans les années à venir, c'est-à-dire nous sauver du nationalisme russe qui est exactement sa photocopie. Dans ce contexte-là, mes cours sont destinés à vous donner un repérage, que vous puissiez comprendre les prophéties, la façon dont déjà elles s'appliquent, que vous puissiez comprendre le déterminisme historique et pourquoi il pousse des gens comme Hitler, des gens comme Staline, des gens comme George Bush, Nicolas Sarkozy ou Xavier Bettel. Et pourquoi ce même déterminisme historique, en fait, il s'impose même à l'élite. Et en particulier à ses plans. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que l'élite a toujours 1 ou 2 coups d'avance et que ce sont des génies. En réalité, quand vous connaissez les prophéties et quand vous connaissez le déterminisme historique, vous avez plutôt l'impression d'avoir affaire aux idiots du village. Voilà. Et c'est vraiment ce à quoi on a affaire. Il n'y a pas plus con qu'un trader. Il n'y a pas plus con qu'un pharmacien. Et il n'y a pas plus con qu'un petit flic de la psychotronique ou un petit bidasse qui va aller tirer sur une gamine de 4 ans en banlieue, à lui fendre le crâne en s'en vantant, le publiant dans les réseaux sociaux ou en voyant, parce que souvent je regarde un peu ce que publient les militaires français, ils ne sont pas très intelligents, on appelle ça des petits poussés. C'est-à-dire que les militaires français passent leur temps à publier sur leur Instagram et sur les réseaux sociaux les horreurs de l'armée coloniale française. Et en tant que descendant d'une vieille famille aristocratique de France, je peux vous dire que je présente souvent mes excuses, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. J'ai souvent présenté mes excuses au nom de la couronne de France et au nom de la France, de ce que font certaines personnes du peuple français, et en particulier les descendants des immigrés italiens, polonais, espagnols, portugais et j'en passe, que la République recrute parce qu'elle recrute des traînes savates et des crèves-misères pour faire ses basses œuvres. Ce temps, il passera. On est très proche du dénouement. 2026, c'est très proche, c'est dans moins de 4 ans. Dans moins de 4 ans, on sera libéré de Macron, on sera libéré des Le Pen, les deux familles de cousins. C'est des cousins, les Le Pen et les Macron, ils sont de la famille de Brielle. Et donc on sera libéré de la République et de la 5e et de la 6e qui va lui suivre, on sera libéré de ces 2 familles et je pense qu'on sera aussi libéré de ces grandes idéologies nauséabondes du 19e siècle et on pourra tout construire sur la base du nationalisme, que ce soit les internationales ouvrières ou l'international capitaliste ou le supranationalisme, le mondialisme onusien, on sera débarrassé de tout ça. Pour y arriver, il va y avoir une saignée à blanc. Et sur mes chaînes, depuis plusieurs années, je vous ai appelé à la solidarité entre croyants. Et il y a une chose que j'ai remarqué dans tous les projets que j'ai montés au cours de mon existence, c'est que les croyants, entre nous, on sait fonctionner. Et on arrive à s'enrichir mutuellement et à s'appuyer mutuellement. C'est jamais le cas avec les non-croyants, comme si, où on travaillait pour Dieu, ou on travaillait pour Satan. Maintenant, c'est à vous que je pose la question. Pour qui souhaitez-vous travailler ? Vous voyez, j'ai une Fusca.
J'ai une fusca, il me manque un violon et una nega chamada Teresa. Obrigado.